Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée, les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin une réunion d'évaluation du suivi du plan Orsec. Également dans l'actualité de ce 22h, la 12e promotion des policiers somaliens à l'honneur ce matin à l'Académie de police Idriss Farah Abani. Et dans l'actualité internationale, une unité de façade attendue pour le 70e anniversaire de l'OTAN. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous commençons avec cet entretien au téléphone du président de la République avec son homologue égyptien. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a aujourd'hui, en début de soirée, eu des entretiens téléphoniques avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été évoqués au cours de cet échange. Les discussions ont ensuite porté sur les principaux dossiers à l'ordre du jour dans la région et le monde arabe. À noter par ailleurs que les deux dirigeants ont abordé ensemble les questions liées à l'Afrique, notamment la paix et la stabilité, l'intégration et le développement du continent. Sur l'ensemble des sujets évoqués, le président de la République et son homologue égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, ont affiché une totale convergence de vues. Cet appel téléphonique du président égyptien au chef de l'État djiboutien s'inscrit dans le cadre des contacts et échanges traditionnels et périodiques du président de la République, Ismaël Marguerite, avec ses homologues à la tête des pays frères et amis. Je vous le disais en titre, sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est tenue ce matin à la primature une vaste réunion de suivi des opérations de riposte relatives aux dégâts causés par les récentes inondations. Ainsi, la séance a regroupé plusieurs membres du gouvernement en préparant à ces discussions de concertation et d'évaluation des travaux effectués dans le cadre de cette riposte aux côtés du Premier ministre de l'Intérieur, coordinateur du dispositif du plan Orsec, les titulaires des portefeuilles de plusieurs départements ministériels et notamment le ministre de la Défense ainsi que ses collègues de l'urbanisme, de l'énergie, des transports, de l'éducation, de la communication ou encore des affaires sociales, de même que la ministre de la Femme et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Aussi, un point complet fut fait avec les différents services techniques de l'État dans l'ADR sur le déroulement des travaux de remise en état des artères de la capitale et l'assèchement des routes et ruelles dont les eaux ont été à ce jour massivement évacuées. Le Premier ministre qui présida la séance insista surtout sur la nécessité de rehausser la vigilance pour l'avenir en accentuant tous les efforts sur les points d'évacuation des eaux et ce en vue de se prémunir des éventuelles intempéries à venir. Après la réunion à la primature, le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur et plusieurs autres ministres, ont effectué une visite de terrain dans la capitale. Il s'est rendu dans les différentes artères de la capitale pour voir de visu le travail effectué par les différentes institutions. La délégation conduite par le Premier ministre a aussi constaté le travail effectué pour évacuer les eaux des pluies vers la mer afin que les axes et les quartiers soient asséchés. Prenant acte des efforts par les institutions pour évacuer les eaux pour assécher les quartiers de la ville durement touchés par les fortes précipitations de la semaine dernière, des efforts soutenus ont été faits. Eh bien, au terme de 3 mois de formation intensive, les policiers somaliens ont reçu leur attestation aujourd'hui à l'Académie de police Idriss Farah Abani à Nagal. Il s'agit de la 12e promotion des policiers somaliens à bénéficier d'une formation au sein de l'Académie de police Idriss Farah Abani.
Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre donc effectivement d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant qui sont rendus responsables des différents actes criminels ainsi que d'actes de piraterie graves et violents contre la marine marchande. A noter que cette cérémonie d'aujourd'hui a débuté avec la revue du troupe par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et du général de la police somalienne. Durant 3 mois, les policiers somaliens ont été formés en la matière par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens. Cette cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation, outre du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police nationale, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et le commandant en chef de la garde républicaine, le colonel Zakaria Hassanadan. Come è stato ricordato, oggi concludiamo l'esperienza della Miatit 12. Aujourd'hui, il y a la clôture du tour de Miatit 12. Et bien, quant au général de la police somalienne, il a tenu donc à remercier les autorités djiboutiennes qui ont toujours été aux côtés des soldats somaliens, qui est donc leur frère d'armes. Fin de citation. Le colonel Abdillahi Abdi Farah a été le premier à prendre la parole. Il a d'emblée donc rappelé aux jeunes policiers leur devoir envers leur pays et que ce combat, vous le menez avec beaucoup de courage. Écoutons ses propos. Qui vous ont été donnés durant votre séjour parmi nous. Et je tiens à remercier nos amis les carabiniers qui sont en permanence à nos côtés pour vous offrir ce type de formation. Nous avions commencé il y a déjà pratiquement plus de 6 ans. Et nous sommes aujourd'hui à la 12e formation qui vient de se clôturer, ou qui va se clôturer. J'espère que vous allez regagner vos pays, vos localités, votre pays et vos localités respectives, sains et saufs, mais également que vous allez vous en servir ce qui vous a été donné durant votre séjour ici. Au début, quand ce type de formation a été mis en place, on finissait généralement sans être sûr qu'à votre retour, vous allez continuer à garantir les tâches qui vous ont été assignées. Mais, et je dis Dieu merci, nous sommes heureux de découvrir que jusqu'à aujourd'hui, les 11 précédentes formations ont su relever le défi et sont avérés être les principaux hommes de sécurité dans Mogadiscio. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, s'est déclaré convaincu que les soldats somaliens seront capables de contribuer à la pacification de leur pays par leur engagement sur le terrain et l'efficacité de la formation qui lui a été donc assignée. Cette population, a-t-il précisé, hantée par la peur des menaces d'attentats, doivent être donc votre priorité et la République de Djibouti ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien indéfectible pour ramener la paix en Somalie et continuera à mettre tout en œuvre dans le domaine de la formation des polices qui constitue, a-t-il précisé, le noyau principal du maintien de l'ordre. Fin de citation. Après les discours des officiels, les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé aux démonstrations de leurs acquis. Ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'Académie de police Idriss Farah Abani leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission en Somalie. Ensuite, les formateurs djiboutiens et italiens ont reçu donc des certificats de mérite
Et la journée donc s'est clôturée avec des danses et des chants folkloriques orchestrés par la célèbre troupe des forces armées djiboutiennes, le groupe Harbi. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud Mahmoud, a parrainé aujourd'hui les célébrations de la Journée mondiale des volontaires, cérémonie organisée par le PNUD en partenariat avec le MENFOP et qui s'est déroulée au service des enfants à besoins spéciaux en présence de la coordinatrice du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, les représentants du PNUD, Mme Fatima Al-Sheikh et des hauts cadres du ministère des Affaires sociales et des solidarités ainsi que de Rotary Club. Une trentaine de volontaires se sont mobilisés pour assurer des activités de nettoyage dans les salles de classe et la cour de l'établissement scolaire. Les enfants à besoins spéciaux ont pris plaisir à participer à des activités ludiques encadrées par des enseignants et des volontaires. Des propos partagés par les officiels des Nations Unies qui ont exprimé leurs sincères remerciements aux volontaires pour tout ce qu'ils ont fait. À ces personnes, que ces personnes ne soient laissées de côté. Il faut rappeler que le volontariat est un moyen efficace pour s'attaquer aux défis du développement. Il profite à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Selon les estimations, plus d'1 milliard de volontaires donnent librement de leur temps pour résoudre les problèmes qui les touchent et leur communauté, souvent dans des circonstances extrêmement difficiles. D'où le choix de dédier cette journée aux enfants à besoins spéciaux. Dans une brève intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud Mahmoud, a mis l'accent sur le rôle moteur et multiforme que jouent ces femmes et ces hommes dans la promotion des objectifs de développement durable. Voici ses propos. Comme on l'a très bien dit, le ministère de l'Éducation nationale est toujours engagé auprès de ces enfants, auprès de ces élèves à besoins spéciaux. On essaie en fait à chaque événement et à tout événement également de les inclure. Et c'est un geste vraiment honorable et à votre honneur. À chaque fois que je viens dans cette école, je me vois tout petit, face bien sûr aux potentialités de ces enfants. Et surtout par rapport à notre faiblesse, à notre incapacité vraiment d'être à 100% aux côtés de ces enfants. Mais nous essayons bien sûr avec les moyens dont nous disposons de leur faciliter les choses, de faciliter bien sûr à ce qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, à ce que les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions, à ce que les responsables puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc je voulais vraiment souhaiter à vous tous, jeunes volontaires, représentants bien sûr des organismes internationaux, tous nos remerciements pour l'organisation de cet événement dans cette école. Eh bien, les pluies torrentielles qui sont abattues sur le territoire national la semaine dernière, qui a causé les principales routes soient inaccessibles. Nous revenons ce soir dans ce reportage le travail effectué par les forces armées djiboutiennes. Explication. Pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale dans la journée du jeudi 21 novembre ont rendu inaccessibles les principales routes. La montée rapide du niveau de l'eau a bloqué tous les cordons routiers, piégeant les travailleurs dans le centre-ville. Ainsi, en fin de journée, la population civile a été incapable de se rendre dans leurs maisons respectives. Pour y remédier à ces situations, les forces armées djiboutiennes, animées d'un sentiment de patriotisme et de devoir vis-à-vis de son peuple, ont mis à la disposition des travailleurs civils les gros camions de transport de troupes pour les acheminer chez soi. Plusieurs points de ramassage ont été mis en point, à savoir le premier arrondissement, le rond-point d'Anguela, l'état-major de la police nationale et enfin le rond-point de l'Union nationale de la femme djiboutienne. Au total, 11 camions de transport des troupes d'une capacité de 30 passagers, chacun ont été déployés à cet effet. Ces camions de transport de troupes faisant la navette entre les différents quartiers de la ville de Djibouti, débutant par Ambouli, à passant par Balbala et desservant dans la continuité à PK13.
en raison de la montée fulgurante des eaux. Mis à part des véhicules militaires, aucune automobile des particuliers n'est s'aventurer dans la capitale. Le balai incessant des camions militaires retentissait. Ces actions civilo-militaires des forces armées djiboutiennes ont pour objectif de se rapprocher de la population locale afin de consolider cette union qui nous caractérise. Les forces armées djiboutiennes au service de la nation, telle est l'essence même des forces armées djiboutiennes. Ces pluies déluviennes qui sont abattues ces derniers jours dans la capitale et les districts de l'intérieur ont sensiblement affecté la population, détruisant au passage leur habitat et rendant inaccessibles les principales routes. À cet effet, le plan Orsec, organisation de la réponse de sécurité civile, a été déclenché pour venir en aide aux sinistrés. Dans ce contexte, les forces armées djiboutiennes accomplissent leur devoir de patriotisme, n'ont épargné aucun effort afin d'assister la population civile dans le besoin. C'est ainsi que depuis le jeudi 21 novembre, les forces armées djiboutiennes, à sa tête le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour évacuer les citoyens à bord des camions de transport des troupes pour les acheminer dans leurs quartiers respectifs. Aussi, les forces armées djiboutiennes ont participé activement à la distribution des vivres et des kits d'hygiène aux victimes des inondations répartis dans les différents centres de développement de la capitale. C'est dans la continuité que les forces armées djiboutiennes ont mené hier une opération de réinsertion des populations déplacées et installées dans les collèges de la cité de Stade. Ces opérations supervisées par la de Djibouti, Mme Marwa Fatouma Awal Ousmane, a vu la participation des forces de sécurité et de défense ainsi qu'une visite d'inspection dans les quartiers pour s'acquérir du baisse de niveau de l'eau. Le feu vert a été donné pour déplacer les sinistrés jusqu'à leur domicile. Suite au déclenchement du plan Orsec, en raison des fortes pluies déluviennes ayant endommagé les habitats et les principales routes d'accès, les forces armées djiboutiennes, à sa tête le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, continue toujours les opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. Suivant un plan de répartition bien défini, la zone désignée pour les forces armées djiboutiennes regroupe les quartiers sous la responsabilité du 2e arrondissement. À cet effet, faisant appel au devoir de citoyenneté et de civisme, plus de 450 militaires issus de différents corps de la capitale ont été mobilisés le vendredi 29 novembre, jour férié, dans les opérations de nettoyage et d'assistance humanitaire à la population tant affectée par les effets dévastateurs des intempéries. Ainsi, munis de pelles, pioches, brouettes, métaux-pompes, animés d'un sentiment de fierté et de courage, les militaires se sont attelés à pomper les eaux usées des maisons, creuser des tranchées pour l'évacuation des eaux stagnantes, nettoyer et débalayer les rues, déboucher les égouts, débarrasser les ordures et détritus, surtout rassurer les personnes les plus démunies de leur soutien sans faille. Pour ce faire, les forces armées djiboutiennes n'ont ménagé ni leur temps ni leur effort pour secourir les populations vulnérables. Ces actes citoyens, civilo-militaires rapprochent les forces armées djiboutiennes à la population et démontrent le lien fort qui les unit. Le haut commandement militaire tient à assurer son soutien indéfectible à l'endroit de la population civile et partager leurs souffrances et leurs peines dans ces moments douloureux. La garde républicaine n'est pas en reste. Elle a été l'une des premières institutions à porter secours aux populations sinistrées des dernières intempéries enregistrées sur l'ensemble du territoire national. La suite dans cette séquence. Depuis le déclenchement du plan Orsec le 22 novembre dernier par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour porter secours, aide et assistance aux sinistrés des dernières intempéries qui ont été enregistrées sur le territoire national, la garde républicaine a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour concrétiser le plan d'urgence de secours et de soutien des compatriotes touchés par les inondations des dernières intempéries. Ce geste fort louable a été possible grâce au soutien indéfectible et de première heure de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Aïd, toujours soucieuse du bien-être de ses concitoyens. Les unités de la garde républicaine, en étroite collaboration avec la municipalité de la ville de Djibouti, représentée par la maire Fatouma Awalé, poursuivent sans relâche les opérations d'entraide et de solidarité pour apporter leur soutien à leurs concitoyens grâce à leurs moyens logistiques pour les 3500 sinistrés des intempéries en fournissant des aides ponctuelles composées notamment de lait, dattes, couvertures, matelas, biscuits, eau, jus et une aide
aides de première heure octroyées donc par la première dame Khadra Mahmoud Haïd. Répondant ainsi aux instructions du président de la République et prenant la situation à bras-le-corps, la garde républicaine a immédiatement réagi en déployant des dizaines de véhicules de transport de troupes pour assister la population civile et pour transporter les aides et matériels de premier secours octroyés par la première dame vers les différents centres de développement communautaire des différents quartiers populaires qui accueillaient les familles sinistrées de ces intempéries. Ce premier geste fort louable accompli avec brio par la garde républicaine a été très apprécié par les populations sinistrées qui ont reçu ces aides qui tombaient à point nommé puisqu'il faut le rappeler, ces familles ont presque tout perdu dans cette catastrophe naturelle. Rappelons également que nos compatriotes sont pris en charge sur plusieurs sites d'évacuation et d'hébergement provisoires comme les différentes écoles des quartiers et centres de développement communautaire de la capitale, au nombre desquels les quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kartilé, Cité Arhiba et Engela. Mais les actions d'assistance et de secours de la garde républicaine suite aux fortes pluies des dernières semaines vont bien au-delà. En effet, après avoir aidé et secouru les populations touchées et sinistrées de ces intempéries alimentairement et matériellement, les éléments de la garde républicaine, conduites par leur commandant en chef, le colonel Mohamed Jama Doualé, ont immédiatement enchaîné avec les opérations de nettoyage des rues, ruelles, boulevards et avenues des différents quartiers touchés par ces pluies. Ces opérations consistaient également à réhabiliter certaines habitations dont les toitures ont été détruites et des parties de maisons très endommagées. Et c'est avec ces moyens techniques et matériels et surtout la force des bras et des compétences des éléments de la garde républicaine que les familles sinistrées ont pu regagner leur domicile et dans les meilleures conditions. En effet, depuis le déclenchement du plan Orsec par le président de la République, en prenant part activement aux opérations d'assistance et humanitaire, le haut commandement de la garde républicaine, sous la supervision du colonel Mohamed Jama, commandant la garde républicaine, a pris toutes les dispositions nécessaires et n'a pas ménagé ses efforts en mobilisant l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour remplir les opérations de nettoyage, d'entraide et de solidarité. Durant ces fortes intempéries qui ont frappé le pays de plein fouet, le commandant en chef de la garde républicaine a effectué plusieurs visites de terrain pour superviser et coordonner le déroulement des opérations de réhabilitation et de nettoyage des quartiers les plus touchés et les lieux publics qui s'y rattachent. Toujours aux côtés de ces éléments et de ses concitoyens, le colonel Mohamed Jama a pu apprécier l'excellent travail et l'évolution des opérations réalisées depuis l'activation du plan d'urgence pour le soutien et l'assistance des victimes et personnes vulnérables des pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays. Par ailleurs, le haut commandement de la garde républicaine rassure ainsi la population de leur soutien face à cette catastrophe soudaine et intense dont elle est victime et démontre pleinement encore une fois de plus de son efficacité dans la gestion des crises tout en réaffirmant les liens fraternels qui les unissent avec le peuple djiboutien. La population présente dans les quartiers qui ont été assistés et aidés par la garde républicaine a félicité le travail remarquable et le dévouement de nos hommes en uniforme tout en remplissant leurs responsabilités civiques et citoyennes avec courage et patriotisme. Le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, a convoqué aujourd'hui les présidents des conseils des quartiers des 3 communes de la ville pour faire un état du lieu suite aux fortes pluies qui ont causé beaucoup de dégâts matériels et des pertes humaines et se préparer éventuellement aux fortes pluies prévues ce week-end. Une réunion qui a vu la participation des présidents de 3 communes de la ville. Les présidents des conseils des quartiers ont tour à tour donné les nouvelles de leur quartier et soumis leurs doléances. Ils ont unanimement félicité le gouvernement, à sa tête le chef de l'État Ismaël Marguilé et la mairie de Djibouti pour l'assistance qui a été délivrée aux familles sinistrées. Ils ont également signalé que les opérations de nettoyage des artères et quartiers les plus touchés se sont bien déroulées dans l'ensemble de leur quartier. Parmi les doléances évoquées par le conseil du quartier, l'on peut citer les pertes matérielles occasionnées par les pluies diluviennes et ont demandé une assistance financière à l'État et à la municipalité. Le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, a rappelé dans son intervention que le gouvernement et la mairie de Djibouti ont concentré leurs efforts à la commune de Boulaos parce qu'elle a été la commune la plus touchée. Elle a expliqué que la commune de Balbala ne reste cependant pas oubliée et que les équipes techniques de la commune de Balbala entreprendront dans les jours qui viennent une mission d'évaluation des dégâts dans les différents quartiers de Balbala. Le maire de Djibouti-Ville a affirmé qu'une équipe du ministère de la Santé
sillonnent les différents quartiers de la capitale pour pulvériser les moustiques dans les différents quartiers et artères de la ville et qu'à ce titre, elle a demandé l'implication des conseils de quartier afin d'assurer la sécurité des véhicules et l'encadrement des opérations de pulvérisation des moustiques et mouches. Les présidents des conseils du quartier et le maire ont mené donc des réflexions pour trouver des solutions de coordination et de communication lors des opérations d'urgence. Une prochaine date de rencontre a été convenue entre le maire de la ville et les présidents des conseils de quartier. En bref, et sans image avec ce communiqué qui indique qu'en raison des prochaines pluies qui peuvent survenir en République de Djibouti, il est demandé aux populations installées dans les lits des Zoued de quitter immédiatement ces zones à haut risque. Eh bien, également, la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, informe les habitants du plateau du Serpent, Héran et le port de Djibouti que l'alimentation en eau potable sera perturbée durant la journée du mercredi en raison des travaux de réparation d'une casse de conduite survenue donc ce jour-ci. Et voilà qui nous ramène de parler de cette deuxième journée de ce forum des affaires sur la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est ouvert hier au Palais du Peuple. Il a été question dans ces thématiques programmées pour cette journée, les technologies et l'innovation au service de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Comment la technologie est un outil qui permettra de libérer l'innovation africaine, le fossé numérique en termes d'infrastructure et d'alphabétisation, ainsi que les disparités d'accès aux technologies et du coût de leur utilisation déterminent dans quelle mesure le commerce électronique sera adopté et par extension facilitera le commerce intra-africain. Les discussions des panélistes ont convergé vers une seule conclusion, celle que la transformation digitale est une notion incontournable pour le développement économique de l'Afrique. Toujours dans ces thématiques programmées pour cette journée, cette fois-ci le financement du secteur privé africain. Le panel le plus attendu avec des éminentes personnalités, et notamment le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, le représentant résident du PNUD, Mme Fatouma Farouk, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmad Ousmane, le directeur général du Fonds de développement économique, M. Ali Daoud, et enfin M. James Gnagwa, représentant en Éthiopie Ecobank. Les discussions donc ont porté sur la mise en place d'un cadre d'investissement afin de favoriser les partenariats publics-privés, le financement des infrastructures pour améliorer la connectivité et les modes de paiement innovants au service de l'intégration continentale. Rappelons que la ZLECA devrait également renforcer la compétitivité des entreprises en leur permettant de produire à grande échelle. Santé à présent, les activités de la mission koweïtienne ont débuté dans les deux hôpitaux de la capitale, à savoir l'hôpital général Pelletier et l'hôpital Cheikho. La suite dans cette séquence. Le secrétaire général de la santé, Dr Salih Banoïta Tourab, s'est rendu sur place en compagnie de l'ambassadeur koweïtien, M. Youssouf Ben Hussein Al-Ambadi, et de plusieurs cadres du département de la santé pour s'enquérir du bon déroulement des activités. Plusieurs centaines de personnes se sont saisies de cette opportunité en affluant massivement dans les hôpitaux pour profiter pleinement de ces prestations gratuites qui leur sont offertes dans le cadre de la coopération sanitaire entre la République de Djibouti et l'État du Koweït. Les secrétaires généraux de la santé et les diplomates koweïtiens ont pu visiter les blocs opératoires où se déroulent les interventions chirurgicales en ophtalmologie, en orthopédie et en chirurgie générale. L'objectif de cette mission chirurgicale koweïtienne est de prodiguer gratuitement des soins spécialisés et des prestations hautement qualifiées à un plus grand nombre de nos citoyens djiboutiens. Eh bien, des invasions de criquets pèlerins, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est déplacée et nous sommes donc allés à la rencontre de Mokhtar Mohamed Wabari, directeur de l'agriculture et des forêts. Voici ses propos. Oui, je vais parler de l'invasion de criquets pèlerins dans la capitale. On a vu une bande au niveau de l'Oued et au niveau de l'aéroport et de Nagat ce matin vers coup de 11h. On a pu suivre le déplacement et l'évolution de la situation de cette bande au niveau du territoire national. On a remarqué que c'était deux bandes qui étaient distinctes. Une est venue
Assamo et Ali Adé, et l'une était venue de Ouéa. Ils sont regroupés au niveau de PK12 hier. Et c'était cette bande-là, c'est celle-là qui est venue ce matin dans la capitale. On a pu suivre aussi leur déplacement après qu'ils ont quitté la capitale. Je crois qu'ils sont partis vers la Somalie. On vient d'arriver de l'Oeada et je crois que pour l'instant, la situation est calme et que le criquet pèlerin est hors d'état de nuire, surtout pour la capitale. Et pour ce qui est de l'intervention de l'État à ce niveau, on a contacté la base régionale de la DLCO, c'est-à-dire c'est une organisation régionale pour la lutte contre le criquet pèlerin. On attend le devis et on attend aussi, après le devis, les avions pour traiter le criquet pèlerin. L'actualité dans les régions de l'intérieur, à Tajoura, touchée par les fortes intempéries qui ont endommagé les infrastructures routières. La semaine dernière, on déplore des sinistrés dans plusieurs localités, dont Sagalou, sur l'axe routier Djibouti-Tajoura. Eh bien, dès les premières heures, le président du conseil régional, le préfet de la région, Hassan Dabali, accompagné des responsables locaux, ont effectué des visites d'inspection dans les différentes localités de la région pour constater la situation et apporter les premiers secours aux sinistrés. Plusieurs officiels, dont le colonel Abaïzi, dans le colonel de cette région et l'antenne régionale de l'ADR, s'est engagé des grands travaux pour dégager la boue dans les axes routiers de la ville blanche. L'ADR a mené des travaux de déblaiement sur l'axe routier Djibouti-Tajoura au niveau de Sagalou, mais aussi le ratissage. Par ailleurs, la digue de protection du village de Sagalou a été renforcée pour sécuriser les habitants très touchés par les crues des Huèdes et endommagé par endroits certaines habitations. L'eau avait emporté le mobilier et les vivres de stock par les habitants. Dès les premières heures des intempéries, le préfet de la région, Hassan Dabali, avait visité le village de Sagalou. Et cette information qui nous parvient à l'instant même avec cet incendie qui a ravagé une dizaine de maisons au quartier 7 dans le secteur de Jagaboulou. Le feu a démarré dans un commerce vers 6 heures et s'est propagé rapidement aux habitations environnantes. La population du quartier s'est mobilisée, ainsi que les militaires sur place qui ont apporté les premiers secours aux sinistrés. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés également sur le lieu pour maîtriser l'incendie. Fort heureusement, on est fait état des victimes humaines à l'heure actuelle, mais une dizaine d'habitations ont été ravagées. L'origine de l'incendie n'est pas connue à l'heure actuelle, mais une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances. Plusieurs officiels, dont le colonel Abaïzi, du préfet du 2e arrondissement, le maire de Djibouti de ville, Mme Fatouma Awad Ousmane, le ministre de l'Intérieur, celui de la Jeunesse, ont supervisé les opérations de maîtrise de l'incendie du quartier 7. Par ailleurs, un autre incendie s'est déclaré dans le 4e arrondissement, dans la commune de Balbala. En nouvelle du monde, cette fois, une petite soirée au palais de Buckingham. Rien de tel pour fêter le 70 ans de l'OTAN. Conviés par la reine Elisabeth II, les 29 dirigeants membres de l'Alliance ont réussi à bien se tenir, du moins pour la soirée. La suite avec Hussein Aoulad. 29 membres de l'OTAN vont tenter d'afficher leur unité de façade aujourd'hui, lors du 70e anniversaire de l'Alliance. Objectif, masquer les divergences exposées au grand jour entre les États-Unis, la France et la Turquie. 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'organisation héritée de la guerre froide se trouve confrontée à des défis considérables entre la militarisation de l'espace, les retours en force de la Russie sur la scène internationale et la montée en puissance de la Chine comme puissance militaire. Mais le démarrage des festivités hier a été dominé par le passe d'armes découlant des déclarations récentes d'Emmanuel Macron, jugeant l'OTAN en mort cérébrale et l'appelant à revoir sa stratégie. Il a non seulement maintenu ses propos très critiqués par ses alliés, mais aussi appelé à une reprise d'un dialogue stratégique avec Moscou et exigé des explications de la Turquie sur son intervention
contre les forces kurdes du nord de la Syrie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.